un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Soule. Avec l'attaquant de Michel, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement à pied, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le passe. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour notre nouvelle émission Les Commissaires de course. C'est l'épisode 4 aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver désormais en ligne sur notre chaîne YouTube ou sur le forum du site Vélo Club. Moi, c'est Max, alias Albator Conterdo, sur le forum VCN, votre présentateur. Et pour évoquer l'actualité du cyclisme pro, aujourd'hui sont réunis Baptiste, alias Allez la SSE, sur le forum. Bonsoir. Noé, alias Noé. Bonsoir. Charles, alias Charlix. Bonsoir à tous. Daniel, alias Nopic. Salut à tous. Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, si vous voulez bien, chers intervenants, nous allons revenir sur les principales courses de la semaine, et il y en a eu pas mal. Alors commençons peut-être chronologiquement avec les courses les plus importantes, celles du World Tour, et donc la première d'entre elles, dont on avait commencé déjà à parler la semaine dernière, le Tour de Catalogne. Donc un petit rappel des résultats, rapide. Premier, Alejandro Valverde, deuxième, Nairo Quintana, troisième, Pierre Latour, quatrième, Simon Yates, cinquième, Marc Soler. Bon, ce tour a pris un malin plaisir à contredire tout ce qu'on a dit la semaine dernière, à peu près, hein, j'ai l'impression. Il s'agit d'un complot ou... Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus? Baptiste, par exemple. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir un spectacle comme ça sur le Tour de Catalogne. J'ai souvenir d'éditions qui se jouaient à coups de seconde, à coups de bonif, et en plus avec parfois des cols annulés qui aussi rendaient la course encore plus ténue et peu intéressante à suivre, malgré souvent un plateau très, très, très dense. Cette année, il y a eu plus d'attaques. Un coureur comme Alejandro Valverde qui, évidemment, a gagné. Il est chez lui sur ce Tour de Catalogne et à chaque fois, c'est pareil. Mais il ne s'est pas contenté de sprinter à l'arrivée des étapes en attendant tranquillement de régler tout le monde et de le faire ça à coup de bonif. Donc, c'était plutôt agréable de voir ça. En plus, la météo a été aussi un peu capricieuse et pourtant, elle n'a pas réussi à tout annuler. Donc dans l'ensemble, c'est vrai, plutôt une bonne surprise, une semaine plus agréable que d'habitude, j'ai envie de dire. Moi, je ne suis pas un grand fan de cette course d'habitude, et là, c'est vrai que c'était plutôt sympa à suivre. Le seul hic, j'ai envie de dire, c'est le spectacle, on ne l'a pas toujours vu, avec des prises d'antenne parfois très tardives, et surtout, moi, le truc que je n'ai pas du tout compris, c'est des tunnels placés à des endroits assez stratégiques de la course, et notamment sur l'étape de vendredi, ou de samedi, je ne sais plus, vendredi, je crois, où il y avait un tunnel à 10 bornes de l'arrivée. On a eu pendant 10 minutes, il n'y avait plus d'images et on est passé de 17 km de l'arrivée à quelque chose comme 4 km de l'arrivée, sans pouvoir voir du tout ce qui s'avait pu se passer. Et pareil, 2 jours plus tôt, la première arrivée au sommet, où les attaques, grosso modo, ont eu lieu dans le tunnel et sans qu'on puisse les voir à l'écran. Ce qui est quand même assez dommageable. Je trouve ça bizarre qu'une organisation de course place, disons, les endroits stratégiques de son épreuve de sa semaine dans des endroits qui ne seront pas télévisés in fine. Je trouve ça un peu contre-productif, quoi. On se demande un peu ce qu'on a raté, on ne le saura un peu jamais finalement, c'est un peu dommage. Tu es un peu dur. Peut-être que Charles, tu veux peut-être nuancer quand même, parce que on a eu des scénarios variés sur cette course quand même. À vrai dire, je rejoins complètement Baptiste sur le sujet, d'autant plus que vendredi, lors de la fameuse étape qui a été très mal filmée, Valverde sort juste avant l'entrée du tunnel et du coup c'est la frustration complète puisqu'on ne sait pas du tout ce qui se passe et on attend, et une fois qu'ils sont sortis du tunnel il n'y avait rien du tout, donc un gros carton rouge je pense aussi là-dessus sur cette réalisation espagnole qui laisse vraiment pas mal à désirer. Sur le spectacle je rejoins aussi pas mal Baptiste, je trouve que pour une fois la course a vraiment été sympa à suivre. Là on est d'accord. À ce qui se passe d'habitude. On a vu un Valverde offensif et du coup ça casse un peu ce mythe autour de Valverde qui soi-disant n'attaque jamais. Au final on se rend compte qu'il attaque un peu plus souvent que ce qu'on peut le penser. Et vraiment une belle course pour moi. Combien de fois ça arrive au Tour de Catalogne qu'on regrette de ne pas avoir les images finalement? Donc c'est vrai, on n'avait pas d'images, mais les scénarios étaient variés quand même. On a eu des scénarios assez variés sur chaque étape, avec des vainqueurs assez parfois un peu inattendus.
d'autres très prévisibles. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose finalement sur le déroulé lui-même de la course? Donc sur le déroulé de la course, oui, il y a eu beaucoup d'attaques, notamment de Valverde. Je pense que ça s'explique aussi par le fait qu'il ait deux leaders de l'équipe Movistar qui soient derrière, qui soient bien placés au général. Ça lui a permis de se libérer un petit peu. Il avait quand même Quintana et Soler qui étaient dans son équipe. Donc On a vu du ça bleu lui partout, permet une ultra domination de Movistar. Ça lui permettait, je pense, de prendre plus de liberté en se disant qu'il y avait des assurances derrière. Donc c'était agréable de voir voilà, pas mal d'attaques et pas seulement des attaques à 2 km de l'arrivée dans l'école. Donc c'était agréable, c'était plutôt bien. Oui, je pense qu'effectivement, là-dessus, peu de gens peuvent être déçus. Maintenant, pour les performances un peu plus individuelles, on a, puis du côté français, peut-être noter quand même le premier podium, je pense, en World Tour pour Pierre Latour, non? Après, d'autres jeunes qui ont confirmé. Oui, non, juste pour dire que pour moi, la grosse satisfaction de la semaine, c'est Egan Bernal, qu'on connaît tous forcément un peu comme le grand espoir du cyclisme colombien. Pas sur le classement pour cause. Il n'apparaît pas sur le classement parce qu'il a été victime d'une grosse chute aujourd'hui dans le final de la dernière étape où il tombe par-dessus Roras, si je ne me trompe pas. Et moi, j'ai vraiment découvert un coureur qui m'a fait plaisir cette semaine, qu'on n'a pas forcément retrouvé seulement à l'attaque dans les derniers kilomètres en montagne, mais qui allait aussi jouer les bonifs à Valverde, qui tentait les sprints. Et j'ai été vraiment agréablement surpris. Je ne pensais pas qu'il était aussi offensif. Et il m'a fait vraiment plaisir sur cette semaine. C'était vraiment mon gros coup de cœur chez les jeunes. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Oui, ça a l'air d'être un coureur plutôt offensif du coup et qui fait plaisir à voir. Après, on notera que dans le top 5 derrière Valverde et Quintana, les trois autres ont 24-25 ans, donc c'est déjà relativement jeune. Donc je pense à Latour, Simon Yates et Marc Soler. Et un peu plus loin, on retrouve un autre Colombien de 21 ans qui est Daniel Felipe Martinez. Donc voilà, la relève est là sur le Tour de Catalogne. C'est toujours sympa de suivre ça. Concernant Bernal, justement, c'est intéressant aussi de voir que Sky lui laisse des possibilités pour s'exprimer dès sa première année pro, parce que ce n'était pas souvent le cas ces dernières années au sein de la formation britannique. Donc c'est plutôt agréable de voir qu'il peut prendre les devants et qu'il peut s'exprimer et montrer tout son potentiel dès sa première année sans avoir à l'arbiner, à faire le coéquipier. C'est intéressant, c'est une bonne chose. Je dirais que c'est plutôt lui qui s'est pris ces galons-là, j'ai envie de dire. Peut-être que d'autres avant chez Sky ils l'ont pas fait, mais je pense que Bernal s'est tout simplement imposé chez Sky parce qu'il a le niveau pour s'imposer. En fait, à un moment, quand tu as les jambes pour être leader, c'est naturel, quoi. Le mec, qui a rivalisé comme ça avec Valverde, qui prend des bonifs à Valverde dans la vie en général, quoi. Je veux dire, ça arrive jamais. Et on trouve un coureur qui fait ça à 21 ans, c'est sa troisième année pro, pardon. Et donc il a commencé tôt dans les pelotons. En fait, il y a tout un apprentissage que des néo-pros qui arrivent chez Sky, lui, il a déjà fait chez Androni. Et du coup, il arrive là, il sait déjà ce que c'est courir. Il a déjà fait top 10 de Tirreno Adriatico avant de signer chez Sky. Voilà, et je veux dire, Henao ou d'autres coureurs comme ça se sont mis n'ont pas eu le choix en fait, quoi. Il a fallu se mettre au service de Bernal parce qu'il est meilleur qu'eux, quoi. Là, je te rejoins complètement là-dessus, Baptiste. C'est vrai qu'on l'a vu à la Columbia Oro Ipaz, la nouvelle épreuve colombienne. Henao était censé être le leader et au final, Henao, il n'a pas eu le choix, quoi. Quand tu vois Bernal, la manière dont il a attaqué, il a pris la place, il a rien eu à demander à personne et c'est la même chose sur la semaine catalane, sur le Tour de Catalogne, où on a aussi vu un Bernal qui devançait complètement Sergio Henao, qui était lui. J'ai trouvé vraiment dans les choux vraiment décevant depuis le début de l'année par rapport à Bernal. Oui, déjà c'est moyen sur Paris-Nice. Je crois qu'il termine 8e, mais après une course déjà assez anodine. À ce propos d'ailleurs, pour faire la liaison, on a une 12e place dans le classement général David Gaudu. Donc honnêtement, si je ne fréquentais pas un forum francophone, je n'aurais peut-être pas su qu'il était sur la course. Il est assez discret. Est-ce que quelqu'un l'a vu à un moment ou à un autre? Parce qu'on a Pinot, je l'ai vu attaquer, mais alors Gaudu, il s'est caché. Bon, il termine pas mal, mais c'est vrai qu'on l'a pas vu du tout. Hein. Non, effectivement, on l'a pas vu. Et en un sens, c'est bon, on aurait aimé le voir plus, bien sûr, mais en même temps, ça veut dire qu'il n'est pas forcément au sommet de sa forme, et faire 12e en étant peut-être moyen, c'est plutôt bien aussi, quoi.
Oui, bon, il sera aligné sur la Flèche Wallonne, on le sait, dans un petit mois, donc une course qu'il avait bien réussi déjà l'année dernière. Donc on verra, ses objectifs sont peut-être effectivement plus tardifs. C'est vrai que c'est une course où les jeunes sont mis en avant, dans le classement général, on le voit, mais même aussi dans les victoires d'étape, puisqu'on avait déjà parlé, on a eu Odeg, entre-temps on a eu aussi Maximilian Sackmann. Mais c'est quand même le solide Valverde, 38 ans, qui l'emporte. C'était presque une chronique d'une victoire annoncée déjà avant même le début de la course. Oui, Baptiste ? Oui, et pourtant, on pouvait avoir un doute parce que quand même Movistar était arrivé avec une équipe redoutable, avec à la fois Valverde, Quintana et Soler, qui vient quand même même si statutairement il est un peu en dessous de la Movistar, mais il sort d'un Paris-Nice victorieux, donc voilà, il prend déjà des galons. Et on aurait pu penser que ça allait être compliqué, l'entente au sein de l'équipe. Ça n'a pas trop été le cas, sans doute aussi parce que ce n'est que le Tour de Catalogne et parce que Valverde règne en maître sur cette course-là. Mais c'est pas du tout la dernière fois de la saison que Movistar va se retrouver avec des équipes aussi relevées et autant de leaders à la fois. On sait très bien qu'il y aura à la fois Quintana, Valverde et Landa sur le Tour de France. Je crois qu'ils veulent aussi les mettre tous les trois sur le Tour de Suisse, si je ne dis pas de bêtises. À voir si sur des courses comme ça et avec un Landa en plus dans le jeu, l'entente se fait aussi bien, parce que c'est pas sûr que sur ces courses-là et notamment sur le Tour, la supériorité de Valverde soit aussi évidente et qu'on lui laisse aussi facilement aussi au sein de la Movistar. Donc sur un Tour de Catalogne, c'était un peu Movistar et les autres, ils ont fait un peu ce qu'ils veulent. D'ailleurs, ils sont 3 dans les 5 premiers du général. Est-ce que ce sera aussi simple et surtout, est-ce que ça va aussi bien marcher au sein de l'équipe? C'est-à-dire, est-ce que sur la Catalogne, ça a plutôt été positif, mais est-ce que ça va pas plutôt se retourner contre eux, cette force-là collective, sur des courses comme le Tour? À voir, parce que ce ne sera pas toujours aussi simple. Sur le Tour, ça risque d'être compliqué, mais à mon avis, ça ne sera pas forcément compliqué avec Valverde, parce que je pense toujours qu'il est vraiment limité en haute montagne, mais à mon avis, c'est entre Landa et Quintana où on pourrait peut-être avoir un petit souci, parce que je ne vois pas forcément un en dessous de l'autre. Et je ne suis pas sûr qu'ils s'entendent très bien les deux. Oui, il faudra un gros boulot pour Eusebio Unzué pour réussir à faire en sorte que toute la sauce prenne bien entre tous ces leaders, parce que bon, il y aura Landa en plus. Ça peut être très agréable à voir et ils peuvent nous faire un show et voilà, tout exploser sur les parcours accidentés. Autant ils peuvent se marcher les uns sur les autres façon télécom des grandes heures. Exactement. Voilà, période contre Armstrong. Et faire pleurer et criser la moitié du forum, par exemple, et tous les suiveurs aussi, en général, de vélo. Hein. Je suis curieux, honnêtement, j'en sais rien, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Je pense que aussi, à la différence du Tour de Catalogne, il y a des chances que la différence sur le Tour de France se fasse déjà très vite à cause du parcours, à cause tout simplement de l'étape pavée, qui peut déjà, en fait, induire une forme de hiérarchie après une première semaine de course. Oui, Baptiste ? Juste, puisque tu parles de l'étape pavée, il ne faut pas oublier qu'elle arrive, c'est la 9e étape. Hein. Donc pour arriver à la 9e étape, il va quand même falloir se décider sur qui est leader sur les 8 premières. Et ce n'est pas si simple non plus. Effectivement, ce ne sera pas facile à gérer. Bien, écoutez, je crois qu'on peut peut-être clore le sujet du Tour de Catalogne. Juste un mot sur le Tour de Catalogne, peut-être. Juste en profiter pour saluer la semaine de Matej Mohoric, qui a été qu'on a beaucoup vu, beaucoup plus qu'un David Gaudu par exemple, mais c'est un beau coureur et ce serait bien qu'il en claque une belle un jour. Il a été champion du monde junior et espoir de très belle manière à chaque fois. Ou arrêtez-moi si je dis des bêtises, hein, mais je crois bien. Non, c'est bien ça. Il a été les deux, voilà. Et il monte progressivement en gamme. Son passage chez les pros a été discret et on commence à le voir vraiment faire des belles choses. Vraiment difficile. Moi, j'avais peur d'une carrière à la Sicard, entre guillemets. Tout à fait. Voilà. Mais là, j'ai l'impression que, oui, déjà l'année dernière, il avait commencé à montrer des petites choses. Et cette année, avec sa victoire, je crois, sur le Grand Prix Artigianato, quelque chose comme ça. Et ensuite, Milan-San Remo, il a fait aussi un très très beau travail pour Colbrelli et Nibali, tout en se classant 25e. Et là, il a multiplié les top 10 sur la course. Donc, on a beaucoup vu ces dernières semaines. Et c'est vrai que c'est toujours agréable à suivre.
Est-ce qu'il court pas à l'envers, Matej Moric? Enfin, à un moment, je me pose vraiment la question avec ce coureur. Il Parce tente qu'il quand même attaque tout d'attaquer le dans temps, les mais jamais au descentes. bon moment, en fait. Enfin, Il tente dans les descentes souvent, qui est quand même son point fort, on le sait. Voilà. Mais après, ça dépendra aussi. Il a souvent un rôle d'équipier. Il a quand même souvent un rôle d'équipier. Déjà, ça l'aide pas à se mettre en évidence. Et quand il peut, face à lui, il a des Valverde ou des gens qui sont quand même plus rapides que lui sur des sprints en côte. Hein. Là, en début de Tour de Catalogne, on l'a vu se mettre au service de Gasparotto, alors qu'en fait, il était plus costaud que lui. Donc, déjà, là, pas de chance, mais on se trompe de leader un peu sur le coup. C'est-à-dire, je crois qu'il termine 5e et Gasparotto 6e lors d'un sprint. Voilà. Non, là, il n'a pas couru à l'envers. Il y a quelques étapes où, oui, des fois, il en fait un peu trop, par contre. Ça, c'est vrai. Jeudi, moi, j'ai trouvé qu'il est parti comme un malade dans la descente. Je crois que c'était jeudi, avant d'exploser complètement dans la dernière montée. Et encore aujourd'hui, je trouve qu'il en fait beaucoup trop, quoi. Au lieu de se focaliser sur un seul, voire 2 tours, il faut toujours qu'il remette une praline, quoi. À un moment, il ressort. Enfin, il est un peu lâché dans la bosse dans l'ascension de Montjuich. Il revient sur la tête du groupe de tête. Il les passe direct et il attaque, quoi. Et à un moment, je me dis, mais pourquoi t'en fais autant? Enfin, Oui, il en fait un peu beaucoup. Alors, je pense que des fois, il est peut-être un peu enthousiaste en descente et il pense que ça lui permet de prendre suffisamment d'avance à la Salvodelli des grands jours pour ensuite aborder la dernière difficulté avec assez d'avance. Mais pour la montagne, son attaque, j'y croyais pas. De toute façon, c'est pas un grimpeur pour l'instant encore, Moric. Hein, il est encore un peu trop lourd. Mais c'est quelqu'un qui pourrait réussir sur des parcours typés Amstel ou Milan-San Remo, ouais. Pourquoi pas, à l'avenir. Il a montré qu'il était à l'aise. Mais il faudra qu'il apprenne à courir. Mais il est encore jeune. Encore jeune. Mais c'est ce que j'allais dire. Quand il saura courir, je pense qu'il en gagnera des belles. Ouais. On clôt le chapitre Tour de Catalogne. Donc on passe au deuxième grand pack de la semaine. C'est le pack flandrien. Hein, il y avait pas mal de courses. Donc les 3 jours de la... Enfin, est-ce qu'il faut les appeler comme ça, les 3 jours de la panne? Le jour de la panne. Ensuite, il y avait le Grand Prix E3 Hurlbeck et aujourd'hui, Gand-Wevelgem. Voilà, donc ça lance la campagne vraiment là de plein pied des Flandriennes là pour 2 semaines de folie, on l'espère en tout cas. On a eu des courses où on a vu Quick Step finalement prendre la course en main assez souvent. Et avec des scénarios finalement assez différents à la fin. Donc, Quick Step qui rit, Quick Step qui pleure, selon la course. Qui rit sur le Grand Prix E3, qui rit sur les 3 jours de la panne, mais qui pleure sur Gand-Wevelgem. Ça passe pas toujours, même s'ils sont là en force. Alors, quelqu'un pour lancer le sujet? Daniel? Oui, alors effectivement, bon, je vais pas revenir sur les 3 jours de la panne qui est à peine une Flandrienne, c'est devenu plutôt une course de sprinter. Donc je vais plutôt parler du Grand Prix E3, où on a vu une belle course d'équipe de la Quick Step. Toute l'équipe s'est portée à l'avant du peloton, je crois que c'était à 100 km de l'arrivée, ou 80 km, quelque chose comme ça, au début des... Tout juste avant la grosse chute, ils ont commencé à prendre les choses en main, donc à 108 km de l'arrivée. Voilà, mais c'était surtout juste avant les difficultés, enfin quelques kilomètres avant, et ils avaient pour projet d'accélérer et puis de mettre un peu tout ça, on veut dire, en file indienne, quoi. Et voilà, donc c'est ce qu'ils ont fait. Après, la sélection s'est faite et je crois qu'ils étaient sur une quinzaine de coureurs. Il y avait 5 coureurs Quick Step, donc déjà ça montre la qualité de l'effectif sur ces courses-là. Il a géré le coup et Terpstra et Yves Lampaert sont sortis en duo et Terpstra a pu aller jusqu'au bout pendant que ses petits copains Philippe Gilbert et Dedek Stibar perturbaient un peu la chasse derrière. Donc voilà, grosse performance d'équipe et grosse performance de Niki Terpstra aussi, que je tenais à souligner puisqu'on a vu qu'il était vraiment costaud sur cette course. Je pense qu'il a été très costaud parce que tenir quasiment quoi, à 80 bornes devant, ou peut-être un peu moins, je sais pas à quel kilomètre exact de l'arrivée ils sont partis, mais tenir dans une espèce de 70 avec Lampaert, il me semble, et puis après tout seul. Voilà, mais bon à 2, donc bon pas tout seul d'accord, mais à 2, et puis tout seul après un bon moment aussi. C'est clair que c'est balèze. Bon, Terpstra, on le sait, hein, c'est un énorme moteur, c'est un gros rouleur, il n'y a pas de souci, on sait qu'il est capable de faire des numéros comme ça, on sait qu'il a toujours la jambe au moment des Flandriennes, il n'y a pas trop de soucis non plus, et en plus il est dans la meilleure équipe, donc il est sûr d'avoir des mecs derrière qui vont filocher quand il faut filocher, qui vont
casser les relais, qui vont suivre dès qu'un mec tente de partir en compte, etc. quoi. Donc bravo à lui. Je pense quand même que logiquement, il n'aurait pas dû gagner si derrière, on n'avait pas joué au plus malin, joué au plus con entre tous les autres. Parce que derrière, il y avait tout le monde. Hein. Ils ont mis un peu de temps à venir, mais derrière, au bout d'un tous les favoris étaient là. Et en fait, dès qu'ils roulaient, dès qu'ils se mettaient à rouler, ils sont revenus comme ça à 20 secondes et ils lui reprenaient du temps assez facilement. Le mec était tout seul devant depuis des dizaines de kilomètres. C'est normal qu'il lui reprenait du temps. Sauf qu'à 20 secondes, ils ont commencé à, comme plus tôt déjà ils avaient fait, et ils ne leur prenaient pas de temps à ce moment-là, ils ont commencé à se tirer dans les pattes, à faire des attaques un peu par-ci, par-là, plutôt que de le faire vraiment une fois rentré sur lui, ou en tout cas pour faire le jump. Mais 20 secondes, c'est pas faire le jump, c'est encore grand, 20 secondes, c'est difficile à combler tout seul, il faut être plusieurs et se relayer. Et clairement, cette entente, elle n'a pas eu lieu. C'est bien joué de la part de la Quick-Step et bien joué de la part de Terpstra. Et c'est pas la première fois qu'une Flandrienne se gagne comme ça aussi. C'est pas la première fois qu'une Flandrienne se gagne en anticipant grâce à un collectif fort ou un lieutenant ou un des co-leaders, en tout cas, part comme ça de loin, tente sa chance de loin. Et derrière, en fait, on n'arrive pas à s'entendre et on s'enterre et on lui laisse la victoire. Stein de Volder avait gagné comme ça le Tour des Flandres, notamment quand il était lieutenant de Bonnen. Il avait pu profiter du marquage au Bonnen pour gagner 2 fois le Tour des Flandres. Donc, c'est pas une victoire en costaud, entre guillemets, comme celle de Gilbert sur le Tour des Flandres de l'année dernière, par exemple. Pour moi, il n'a pas mis tout le monde d'accord. C'est quand même une victoire en costaud. Si, absolument. Déjà, il fallait quand même le faire. Et puis, il a tenu très longtemps. Il a pris certes des relais avec Yves Lampaert, mais très vite quand même, Lampaert n'a plus été d'une grande utilité. À la fin, il a lâché. Et Terpstra était quand même très puissant. Il a profité de la mésentente qu'il y avait derrière grâce à Gilbert et Stibart. Mais il a quand même été très très puissant. C'est une grosse performance qu'il a sortie quand même. Oui, Charles ? Oui, je trouve que c'est aussi une grosse perte de Terpstra. Et de manière générale, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup dans les Flandriennes. C'est que pendant 50 bornes, en fait, estimé dans l'équipe, hein, souvent. Donc c'est vrai qu'on a tendance un peu à le placer en second rang dans une course parmi les favoris. Ouais, c'est bien qu'il ait gagné. Mais du coup, ce que je retiens de la course aussi, c'est qu'encore une fois, pendant 50 bornes, ça bataille, on reste à 20 secondes, 1 minute 30, et on ne sait jamais vraiment dans quel sens ça va aller. Baptiste pointait le fait que le groupe de contre-attaque avait fait une erreur, et dans le final, je suis complètement d'accord avec lui. Et pour moi, même 20-30 bornes avant, je pensais que c'était Terpstra et Lampaert qui faisaient une grave erreur. Quand j'ai vu que Terpstra ne voulait pas lâcher Lampaert, je me suis dit, putain, mais ils sont graves, ils font une grave connerie, et ils vont jamais aller au bout. Et au final, ça m'a donné tort, puisque ça a marché, et c'est la contre-attaque qui, elle, à son tour, s'est trompée. Et ça, je trouve ça vraiment top, parce qu'à chaque Flandrienne, quasiment, c'est la même histoire, quoi. On ne sait jamais vraiment dans quel sens ça va aller. On a eu un peu ça aussi aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, Daniel. Non, c'est vrai que la mésentente derrière a forcément un peu aidé Terpstra, c'est clair, surtout quand on voit qu'il y avait 3 coureurs de la BMC, donc c'était Van Avermaet, Roeland et Stefan Koen. Les 3 ils prenaient des relais, mais il n'y en a pas un ou 2 qui se sont sacrifiés pour un leader clair, donc c'est ce qui aurait pu faire la différence, notamment sur les 20 secondes d'écart à un moment donné, quoi. Je trouve que c'est symptomatique aussi de quelque chose qui est un peu dans l'air depuis le début de la saison des classiques et qui tend à se confirmer course après course, c'est qu'il n'y a personne au-dessus du lot. Il n'y a pas les costauds, il n'y a pas 2 mecs qui font la diff et qui mettent tout le monde d'accord, quoi. Et Terpstra, il gagne comme ça. Quand même, qui refuse d'un peu ce rôle ces derniers temps, mais on a Sagan. Oui, voilà. Ouais. J'ai pas eu besoin de le citer, tu y as pensé tout de suite, donc c'est bien. Oui, parce qu'il a un peu ce statut. Mais c'est vrai, et pourtant l'an dernier qui gagne le plus de Flandriennes, c'est pas lui, c'est Van Avermaet. Ouais. Donc ils sont tous les deux l'an dernier, clairement, ils étaient au-dessus du lot et ils ont fait la loi. Et cette année, c'est pas le cas, pour des raisons, je pense, assez différentes entre les deux. D'ailleurs, je pense que Van Avermaet est moins fort. Je pense que Sagan est un peu moins fort, mais surtout qu'il a beaucoup plus ciblé la semaine sainte et qu'il essaye un peu de se faire oublier. Mine de rien, il a gagné qu'une fois le round. Il n'est jamais arrivé pour la gagne à Roubaix. Je pense qu'il est passé à côté à San Remo, voilà, mais je pense que ça ne remet pas en cause sa forme et que sa victoire de Gand-Wevelgem vient plutôt confirmer ça. Parce que pour sortir le sprint qui sort au bout de 250 km, il faut quand même un peu avoir la jambe. J'ai entendu certains qui étaient peut-être circonspects sur le fait qu'il ait passé le premier passage du Mont Kemmel assez loin. Certes, mais bon, le premier passage du Mont Kemmel, il est à 70 bornes de l'arrivée. Et c'est pas non plus l'endroit le plus, même si c'est un endroit très important dans Gand-Wevelgem, c'est pas là non plus que se joue toute la course. La preuve en est, c'est qu'il a gagné à l'arrivée.
Dans le Games se joue souvent au sprint. Aujourd'hui, il y avait peu de vent. Enfin voilà, la configuration de course était comme ça. Il l'a sans doute senti comme ça. Bref, tout ça pour dire que donc il n'y a pas 2 mecs au-dessus du lot ou 3 mecs au-dessus du lot. Et voilà, c'est sans doute ce qui a bénéficié à Terpstra. C'est sans doute ce qui, comme ça, et peut-être qu'au Tour des Flandres, à Paris-Roubaix, on aura à nouveau des courses de Duke, on verra. Mais où voilà, où l'offensive de loin, où les coups un peu de Trafalgar, où, voilà, c'est peut-être celui qui osera se dévoiler le premier, ou faire un peu un moment, un peu un all-in sur un secteur pavé à Paris-Roubaix ou sur un mont aux Flandres, ou alors à l'inverse, ça peut donner une édition qu'un Terpstra a gagné à Paris-Roubaix où ils étaient 10 à la sortie du dernier secteur, à la sortie du carrefour de l'Arbre pour une victoire, ce qui était pas arrivé depuis je ne sais pas combien de temps à Paris-Roubaix, ou une édition sur le Tour des Flandres où tout le monde attend le dernier double passage du Carmont et du Paterberg pour faire la différence, parce que le parcours est tellement dur au Tour des Flandres aussi que voilà, peut-être le fait qu'il n'y ait aucun costaud, aucun favori fait qu'on va avoir des courses très bizarres. En tout cas, pour l'instant, ces Flandriennes sont assez bizarres, je trouve. On a peine à savoir qui fait la loi. Charles, tu voulais peut-être ajouter quelque chose sur tout ça. Je trouve aussi que c'est assez bizarre. Et tu parlais de Van Avermaet, Baptiste, je le trouve vraiment inquiétant depuis le début de la saison, en fait. Il avait un jump en première partie de saison dernière qui était exceptionnel. À partir de la fin de l'été, déjà, on a senti que c'était pas la même chose, lors des Canadiennes notamment. Et là, depuis le début de saison, je trouve qu'il est vraiment, vraiment pas tranchant, quoi. À Milan-San Remo, il n'a pas été acteur de la course. Là, on a senti sur les premières Flandriennes que c'était compliqué pour lui. Alors, il a bien tenté d'attaquer aujourd'hui dans le final, mais je n'avais pas l'impression de trouver le Greg Van Avermaet qu'on avait au printemps dernier. Et je me demandais si c'était pas inquiétant dans l'optique du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix qui vont très très vite venir. Je suis pas sûr qu'ils puissent récupérer d'ici là. C'est difficile à comprendre d'ailleurs son attitude justement par rapport à tout ça, parce que s'il se sentait pas vraiment en forme, il doit savoir les jambes qu'il a. Par exemple sur le Grand Prix E3, pourquoi il n'a pas essayé de rouler à un moment pour un Roulant par exemple qui est plutôt rapide en sprint, hein. Il a quand même fini top 5 de Milan-San Remo. Donc je n'ai pas tellement compris ce qu'il cherche à faire ou dans quelle optique il se place, mais bon, pour l'instant c'est vrai qu'il n'émerge pas trop. Oui, Noé ? C'est peut-être aussi une stratégie de bluff de la part de Van Avermaet, parce qu'on a vu que l'année dernière, il avait quand même une grosse pancarte, parce qu'il avait une forme exceptionnelle et que bon, sur Paris-Roubaix, il a fait une performance exceptionnelle aussi. Donc il a quand même une grosse pancarte. Dès le début de l'année, tout le monde le citait comme le grand favori pour les Flandriennes. Donc c'est peut-être aussi une stratégie pour lui, pour un peu écarter, on va dire, de faire un peu moins peur, être un peu moins visible pour pouvoir peut-être plus surprendre les jours J. Et parce qu'il sait qu'avec ça, personne ne voudra jamais rouler avec lui dans le final justement d'une Flandrienne, dans le final d'un Tour des Flandres ou d'un Paris-Roubaix. Donc à mon avis, c'est aussi, je pense qu'il est plus fort que ce qu'il montre, et je pense qu'il peut quand même nous surprendre, parce que il a, à mon avis, je pense que s'il avait gagné par exemple aujourd'hui ou hier, il n'aurait pas pu, ou avant-hier, excusez-moi, il n'aurait pas eu la même liberté que celle qu'il aura lors du Tour des Flandres ou lors du Paris-Roubaix. Je pense que ça peut être inquiétant d'extérieur, mais à mon avis, lui, c'est très bien ce qu'il fait. Et je pense vraiment qu'il sera là pour les 2 monuments à venir. S'il bluffe, Noé, franchement, il bluffe bien. Alors, mais est-ce que la BMC aurait pas dû donner les clés à Stefan Kung à ce moment-là, sur les premières Flandriennes ? C'est possible, oui. Il est vraiment costaud, moi, je trouve. Il fait beaucoup de boulot, donc du coup, on ne le voit pas forcément au mieux dans le final des courses, mais peut-être qu'il aurait fallu lui laisser un peu plus de responsabilité. À ce moment-là, si on est dans l'optique de cacher Van Avermaet avant les 2 grosses échéances. Au moins lui laisser un bon de sortie, que ce soit à Kuhn ou à Roulant, puisqu'on sait que les 2 sont quand même costauds, donc ils pourraient aussi jouer leur carte de temps en temps si Greg Van Avermaet veut rester tranquille. Mais c'est pas vraiment le cas. On voit que Greg Van Avermaet essaie quand même de jouer chaque course, mais sans. Moi je crois qu'il a pas la forme nécessaire pour y arriver. On le voit à l'avant du peloton, mais il fait pas de différence. À une moindre échelle, on peut dire la même chose pour Oliver Nassen ou Sepp Van Mark. On les voit aussi tout le temps dans les premières positions, mais il manque un petit quelque chose pour faire vraiment la différence. À nuancer quand même, sur le Grand Prix E3, il fait quand même 3e, Van Avermaet. Il termine. Il fait 3e, mais je pense que le grand Van Avermaet de 2017, il se pose pas 3 fois la question. Il envoie Roland Sekung rouler à fond et il tente la victoire au sprint. Là, il l'a pas fait, pour moi. Parce qu'à mon avis, au sein de la BMC, si Van Avermaet dit à Kung et Roland d'aller rouler, les mecs, ils n'ont pas le choix. Il y a pas... Peut-être qu'ils ne voulaient pas voir Gilbert le battre.
Enfin bon, oui, c'est un peu bizarre. J'ai du mal à évaluer. Il n'y a personne qui émerge vraiment, c'est ça qui est assez J'ai intéressant. l'impression, alors ça c'est évident, c'est qu'il n'y a pas un patron de toute façon, ou alors, soit il n'y en a pas parce qu'ils ne veulent pas prendre ce rôle, soit c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Mais je pense qu'effectivement, d'ici une semaine, on en saura beaucoup plus, certains masques seront tombés. C'est peut-être la bonne année pour un Van de Mark qui tourne autour depuis longtemps. Ou pour Sur le Red Newsblatt, il était très fort, Van Mark. Il est toujours très fort. Oui, c'était le Red Newsblatt. Il a quand même montré, oui, il est toujours très fort, c'est vrai. Il court toujours très mal, c'est ça le souci en fait. J'espère que son pic de forme n'était pas trop tôt dans la saison, mais à mon avis, c'est quand même un très sérieux client, enfin comme à chaque course, à chaque Flandrienne, même s'il n'arrive jamais à concrétiser. Mais je le sens quand même bien pour au moins le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Il a montré de très très belles choses sur le Red Newsblatt et je l'avais personnellement jamais vu aussi impressionnant sur cette course-là, je crois. Daniel. Pour moi, le seul Flandrien qui sort un peu du lot jusqu'à maintenant, c'est vraiment Philippe Gilbert. À mon avis, par le jeu d'équipe, il n'a pas vraiment joué sa carte individuelle depuis le début. Mais il me semble celui qui a le plus de puissance dans la jambe pour l'instant. Donc on verra si la semaine prochaine, il arrive à jouer sa carte personnelle. J'aimerais juste éviter de revivre le Tour des Flandres de l'an dernier, mais sinon... Pourquoi donc ? Ça t'avait choqué ? La démonstration de Philippe Gilbert m'était un peu restée en travers de la gorge. Je trouvais ça un peu trop gros pour être vrai, mais bon. On peut la nuancer aussi parce que les trois qui étaient lancés derrière lui l'auraient peut-être rattrapé en fait sans la fameuse chute. Mais bon, de toute façon, ça en reste pas moins une performance physique phénoménale. Mais Gilbert, je le trouve quand même moins tranchant que l'an dernier, moi, pareil. Lors du Grand Prix E3, quand il sort là, et qu'il essaye de revenir sur Lampard et Terpstra, tu sens qu'à un moment, c'est dur quand même. Qu'il n'avait pas la jambe justement pour rentrer sur le groupe alors qu'il jouait de la patinette depuis plusieurs kilomètres derrière. Enfin, tout ça, ça me fait croire que finalement, il est moins bon que l'an dernier et que... Heureusement pour moi, chacun son avis. Après tout là-dessus, il ne gagnera pas le Tour des Flandres cette année. Gilbert comme Van Avermaet, quand ils sont au-dessus du lot, ils sont au-dessus du lot. Et c'est pas des coureurs qui se posent des questions. Un mec comme Gilbert, il adore gagner. Et un mec comme Van Avermaet, il a suffisamment pas gagné dans sa carrière, pour avoir très envie de gagner tout ce qui se présente à lui maintenant. L'un comme l'autre, ils ont toutes les raisons du monde de gagner quand ça se présente. Et pour l'instant, ils n'ont pas gagné. Donc oui, après, pour moi, c'est des tueurs. Et là, s'ils n'ont pas tué, c'est qu'il y a un petit souci. Ça ne veut pas dire qu'ils ne gagneront pas le Rond des Roubaix parce qu'on l'a dit, il n'y a pas vraiment il y a pas un mec au-dessus du lot, mais ce ne sera pas, en tout cas pour l'instant, on ne voit pas les indices d'un écrasement de la course de l'un ou de l'autre sur le Rond du Roubaix. Bien, on va peut-être maintenant clore le sujet des Flandriennes et passer aux autres courses de la semaine parce que comme j'ai dit, le programme était quand même assez chargé. On avait d'autres belles courses qui n'étaient pas World Tour durant la semaine, notamment en Italie avec la Settimana Coppi Bartali, remportée par Diego Rosa devant Bauke Mollema, Richard Carapaz, Pavel Sivakov et Cohen Bouman à la 5e place. Charles, tu voulais peut-être te lancer sur cette course et donner ton avis sur les petits jeunes là, qu'on voit émerger dans cette compétition ? Oui, j'ai essayé de suivre d'assez près les résultats de la semaine Coppi et Bartali, parce qu'il y a pas mal de jeunes intéressants qui étaient inscrits et qui ont plutôt signé des bons résultats. Je pense tout d'abord à Pavel Sivakov, qui a repris la saison, c'était sa course de rentrée justement, et il a vraiment été brillant en terminant 4e du général, alors qu'il était grippé la semaine d'avant la course, et qu'il a également pris 30 secondes de bonification pour un bidon collé, je crois, dans les 20 derniers kilomètres après une chute. Et pour une première course chez les pros, je trouvais que c'était vraiment encourageant et c'était une performance que je voulais vraiment saluer, tout comme celle des autres jeunes qu'on a vus au départ de la course. On a Richard Carapaz qui fait 3e, on a le néo-pro australien Lucas Hamilton qui fait 7, on a Poles qui fait 10, je crois. Le jeune vénézuélien Ivan Sosa aussi qui fait 12. Enfin, vraiment une belle course pour les jeunes néo-pros qui a été super sympa à suivre. On a Carapaz 20 ans, Sivakov, je crois, 24 ans, pardon, Sivakov 20 ans, Cohen Bouman, je crois il est de 93, donc il est encore dans l'année de ses 24. Masnada aussi. Masnada. Ensuite, on a Lucas Hamilton, il me semble qu'il est 96. On retrouve Poles ensuite, Chicone, il ferait presque office de vieux là-dedans avec ses 23 ans. Enfin,
C'était une course assez agréable à suivre dans l'ensemble. Hein. Oui, et puis remporté par Diego Rosa, quand même, faut le signaler, parce que c'est son premier résultat, c'est sa première victoire depuis qu'il a signé chez Sky, il y a un peu plus d'un an maintenant, il était arrivé début 2017, et il a fait une saison 2017 vraiment mauvaise, à part sa toute première course, hein, je regardais là, il avait commencé la saison la saison 2017, donc sa première course chez Sky, par un bon résultat, il avait fait top 5 sur le tour d'Andalousie, la Ruta del Sol. Puis alors derrière, c'était Kata, un Giro transparent, une Vuelta pas très bonne non plus. Évidemment en équipier, mais vraiment pas en premier niveau des équipiers. Et là, voilà, son début de saison pourtant n'était pas dingue non plus en 2018. Il fait un Paris, je ne sais pas si vous avez souvenir de l'avoir vu sur Paris-Nice, moi pas vraiment. Et pourtant, il était là, il fait 33e du général. Et voilà, là par contre, il s'est bien rattrapé. Bon, il a été bien aidé par le chrono par équipe, hein, que la Sky a remporté, donc forcément, ça l'a mis sur orbite. Mais voilà, il était avec les costauds. Il fait 2 derrière Mollema sur l'étape la plus difficile. Il fait 2 du chrono en côte finale. Donc voilà, peut-être enfin, mine de rien, il a 28 ans, Rosa. Donc c'est plus un tout jeuneau. Et c'est un bon coureur qu'on avait un peu perdu. Donc peut-être que c'est marrant comme il y a des coureurs. On s'intéresse beaucoup plus à ces coureurs de la Sky dans une saison où Froome est un peu en pointillé. Voilà, il y a des coureurs comme Rosa. On parlait de Bernal avant, qui peuvent profiter des circonstances aussi au sein de l'équipe pour gagner du galon. Et je rejoins sinon ce que disait Charles sur les jeunes. C'est vrai que cette course souvent permet à des jeunes de percer. Maïtiès l'avait gagné il y a quelques années, d'autres coureurs comme ça, Calmejane l'an dernier. Là cette année c'est pas pour la victoire, mais en retrouver autant dans le top 10, c'est sympa. C'est bien qu'il y ait des courses comme ça qui servent aussi voilà, en dehors du World Tour, des Flandriennes et de la Catalogne qui se jouent entre trentenaires qui ont la santé, que les jeunes puissent se faire les dents sur des belles petites courses, et c'est bien qu'il y en ait encore, malheureusement il y en a de moins en moins. Le programme cette semaine est très chargé. J'ai une pensée pour le Critérium International qui jusqu'à il y a quelques années chargeait encore un peu plus ce week-end. Et c'est vrai qu'on se demande là comment une course pareille aurait pu se placer dans le calendrier actuellement. Hein. On a quand même encore des courses en France, n'est-ce pas, Noé ? Tout à fait, ouais, on a eu un très très beau week-end, un week-end de Coupe de France avec 2 courses. Donc samedi, la classique Loire-Atlantique, et dimanche, Cholet-Pays de la Loire. C'était donc des courses assez intéressantes. Avec samedi à noter la victoire de Quad, Rasmus Quad, je ne sais pas si on prononce Quad ou Cad. Donc une victoire intéressante pour le plus beau barbu du peloton. Une victoire de Rasmus Quad qui avait attaqué dans les derniers mètres, dans les derniers kilomètres, et qui a réussi à arracher la victoire à 3 secondes du peloton. Donc une victoire très intéressante parce qu'il n'a pas l'habitude de gagner beaucoup chez les pros. On peut noter aussi la première performance de l'année de l'équipe Fortuno Samsic avec la victoire la 3e place d'Armin de Fonseca, excusez-moi. Comme Rosa, j'ai envie de dire aussi, il était temps. Tout à fait, il était temps. Ça fait du bien, je pense, pour toute l'équipe d'avoir un premier podium. Donc une course intéressante avec notamment une très belle performance de Benoît Cosnefroy. Donc une très belle performance de Cosnefroy aussi, qui avait attaqué une première fois, puis qui a été repris par le peloton à peu près à la mi-course et qui ensuite a réattaqué pour être repris à quelques kilomètres de l'arrivée lui aussi. Donc une très très belle performance. On l'a revu sur le lendemain, donc pour la course Cholet-Pays de la Loire, où cette fois il a accroché une 10e place. C'était donc une belle course aussi qui a été gagnée par Thomas Bouda de Direct Energy. Thomas Bouda qui a remporté la victoire au sprint et qui a repris Sylvain Chavanel dans les tout derniers mètres. Donc une belle performance d'équipe pour Direct Energy. Alors moi, j'ai pas trop suivi. J'ai juste regardé rapidement les résultats et il y a un nom qui m'a marqué, enfin, qui m'a pas vraiment marqué, mais que j'ai noté, c'est Alexei Vermeulen, la nouvelle recrue de l'équipe Interpro. Je pensais qu'il serait à court de forme après avoir passé plusieurs mois sans courir et au final, j'ai vu qu'il était dans le premier peloton ou qu'il finit dans les 40 premiers et je trouvais ça plutôt encourageant pour la suite. Du coup, j'en profite pour saluer le recrutement de Damien Garcia qui, je pense, a eu le nez fin là-dessus. Tout à fait, Vermeulen a fini 37e de la première course, une belle performance. C'était une course intéressante parce qu'on voit aussi émerger des noms qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans des courses qui n'ont pas forcément l'habitude de s'exprimer, qui ont pu montrer des belles choses. Je pense donc à Cad pour la classique Loire-Atlantique ou à Daniel Legarde aussi pour Groupama FDJ qui a remporté la 2e place sur cette même course. C'est bien de le voir aux avant-postes comme ça. Ce qui m'inquiète sur ces Coupes de France aussi, c'est qu'on n'a pratiquement pas vu Fortunéo, alors qu'au final, c'est leur course un peu. Là, on arrive vraiment sur leur terrain et je crois
qu'on a eu un seul podium samedi, si je ne me trompe pas, Ouais. Noé, c'est ça? Un podium samedi et 2 top 10 pour donc 7e position et 9e position dimanche. Ouais, c'est un peu inquiétant quand même. C'est quand même des premières performances encourageantes. Ils ont eu leur premier week-end avec une petite lueur, mais bon, c'est pas encore un grand soleil. Je pense que ça les motive quand même c'est quand même une lueur d'espoir, voilà, pour être sympa Espérons avec que le grand soleil arrive avant la fin de saison. Est-ce qu'on sait ce qui se passe dans cette équipe ou parce que c'est vrai que c'est un peu inquiétant quand même leurs résultats. Ils misent vraiment tout sur Barguil et les autres se cantonnent à un Je rôle pense- d'équipier ou L'année dernière, qu'il on a a vu un cristallisé bon un Laurent peu Pichon, l'équipe, ouais. mais cette année, il n'a pas encore vraiment démarré sa saison. Je crois qu'il d'ailleurs il avait remporté l'une des deux. Il était dans le Je coup crois que déjà. c'était Cholet, mais je suis pas sûr. Ouais. C'est un coureur un peu profil, on va dire, 4x4 tout-terrain avec une bonne petite pointe de vitesse aussi, qui avait l'année dernière apporté pas mal de placettes, surtout pour Fortunéo. Cette année, il est en retrait, comme l'ensemble de l'équipe. On ne voit personne Barguil qui est quand même encore court après sa forme, on dirait. Je pense que c'est là, aussi, c'est- je pense que c'est aussi la présence de Barguil qui cristallise un peu toute l'équipe. Et peut-être qu'ils ont voulu trop se fier à ce nouveau leader, parce c'est une équipe aussi qui n'a pas l'habitude d'avoir des grands leaders comme Barguil, qui peuvent vraiment peser sur les courses. Et donc, à mon avis, toute l'équipe s'est un peu cristallisée autour de lui et ils n'ont pas su chacun tirer Enfin, Barguil n'est pas sur toutes montrer les leur courses. Là, propre. il n'était pas là. Non. Il n'était pas là en Coupe de France. Non, mais c'est ça, c'est peut-être, sa présence dans l'équipe en général qui fait que je pense peut-être chacun attendait trop de lui et peut-être qu'il y a eu moins de préparation, une préparation plus axée en rôle d'équipier pour chacun en vue des courses où Barguil pouvait être présent et donc. Mais je pense aussi que l'an passé, l'équipe Fortunéo, elle a évolué au-dessus de son niveau normal. Enfin, ils ont fait une super année, hein, mais dès Laurent Pichon, etc., je pense qu'ils étaient largement au-dessus de leur niveau habituel. Et au final, cette année, on retrouve peut-être le niveau qui est normalement leur, sans leur faire offense, bien sûr. Et du coup, les choses sont compliquées parce que de l'autre côté, les recrues donnent pas forcément satisfaction. Warren Barguil, on sait que c'est dur en début de saison, mais peut-être pas à ce point-là. La concurrence sur Paris-Nice n'était pas non plus folle et on a vu qu'il n'était pas dans le coup. Sur le Tour de Catalogne, je crois que c'était jeudi ou mercredi, je sais plus. Il y a Bob Jungels qui sort dans une ascension, Barguil le suit, enfin le rattrape et il explose complètement ensuite dans la roue. Ça, c'est pas forcément normal fin mars. Et concernant le reste des recrues, on voit que c'est pas forcément au niveau non plus. Pour tempérer sur Barguil, il finit, je crois, 12e du Tour de Catalogne quand même. En tout cas, dans le top 15, j'ai plus la place exacte en tête. Il me semble qu'il est 15e. Ce qui est en 15e, bon, ce qui est en progrès, disons. C'est pas non plus, c'est pas pour ça qu'elle a été recrutée. Clairement, c'est encore en deçà du niveau auquel on l'attend. Mais je trouve que ça va dans le bon sens. Je serais plus inquiet si effectivement, au-delà de son attaque boomerang, il avait en plus fait gros péto tous les jours, voire bâché. Aujourd'hui, pour la dernière étape, c'est pas le cas. Il s'est accroché. Aujourd'hui, il finit dans le bon groupe. Il fait le top 10 de l'étape. Ça semble être en progression. Donnons-leur le bénéfice du doute, quoi. Mais c'est vrai qu'ils tardent à lancer leur saison. On arrive fin mars, premier podium fin mars. C'est compliqué. Et puis quand tu mises tout sur un seul coureur comme Warren Barguil qui a fait un Tour de France exceptionnel l'an passé, si jamais ils se foirent sur le Tour de France, c'est là qu'ils seront jugés. Et du coup, le bilan de l'année pour Fortunéo peut être compliqué. On peut avoir un effet boomerang terrible pour eux. C'est-à-dire que si ça merde cette année, le Tour de France 2019, ça sera bye-bye. Oui, on pourra peut-être d'ailleurs faire un petit bilan sur les équipes déjà d'ici, par exemple, le mois de juin. On verra à ce moment-là où on sera Fortunéo. Là, par contre, je pense qu'on va devoir clore l'émission. Le temps passe vite. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez laisser vos questions dans les commentaires. On essaiera d'y répondre le plus vite possible. N'hésitez pas à venir poursuivre ces discussions sur notre forum sur le site veloclub.net ou à cliquer sur le petit pouce bleu et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et surtout, ça nous encourage à continuer. Voilà, prenez soin de vous. Ciao et à très bientôt.